potentiel d'action. Le potentiel d'action. La dépolarisation, on va parler de la dépolarisation. La dépolarisation est définie comme étant une diminution du potentiel membranaire. La dépolarisation, c'est quoi la dépolarisation? C'est l'arrêt ou l'annulation de cette polarisation. On appelle une cellule au repos, elle porte un potentiel de repos. C'est quoi le potentiel de repos? C'est une polarisation membranaire. Maintenant, de part et d'autre de la membrane, je ne trouve pas la charge zéro. Je ne trouve pas la charge zéro, mais je retrouve que la cellule est polarisée. Elle porte une charge. D'accord? La polarisation, je l'appelle potentiel de repos. Le potentiel d'action, c'est une dépolarisation. C'est un arrêt de la polarisation. Mais la cellule va tendre au zéro. Le potentiel membranaire va tendre au zéro. Si j'ai il va rester le zéro, mais il va tendre vers le zéro. Si je vais calculer le potentiel membranaire, le zéro. Le zéro, c'est le potentiel de repos. Le potentiel d'action, c'est une dépolarisation. Une dépolarisation, une annulation de la polarisation. Comment j'annule la polarisation? En l'augmentant. Ça, c'est une dépolarisation. D'accord? Et ça, je l'appelle comment ça? Quand elle diminue encore. C'est une hyperpolarisation. C'est une hyperpolarisation. Donc la cellule, elle est polarisée. Elle porte une différence de charge entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Pourquoi les potentiels ils sont chargés négativement? Pourquoi je dis que le potentiel de repos il est égal à moins 90, moins 70? Parce que quand je mesure in vitro, quand je réalise des mesures expérimentales, d'accord, je mesure en mettant l'électrode à l'intérieur de la cellule. Je laisse un électrode libre ou là sur la surface externe, ou l'autre l'électrode de mesure, je le fais internaliser à l'intérieur de la cellule. Donc il va remarquer qu'il y a une différence dans le milieu intérieur, elle est plus inférieure que le milieu extérieur, bonjour, et donc il y aura une charge négative. Le potentiel de repos est négatif. Le potentiel de repos est négatif parce que je mesure à l'intérieur de la cellule. Je suis en train de mesurer à l'intérieur de la cellule. Très bien. La dépolarisation est définie comme étant une diminution de ce potentiel. D'accord? Une diminution, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de la polarisation. La face interne devenant moins négative. Elle était négative. Comment elle devient moins négative? Elle devient moins négative en devenant plus positive. D'accord? Donc il y a une dépolarisation. D'accord? Il faut savoir ce que c'est qu'une dépolarisation. La cellule est polarisée. Elle porte une charge. La charge est mesurée dans le milieu intracellulaire. Puisqu'elle est mesurée dans le milieu intracellulaire, elle va être négative. Quand elle est négative, j'ai appelé ce potentiel le potentiel de repos. Le potentiel d'action, c'est quoi? C'est une dépolarisation. C'est une diminution de cette polarisation. D'accord? Donc la cellule va devenir plus positive. Elle va devenir plus positive dans le milieu intracellulaire. Elle va devenir plus positive dans le milieu intracellulaire. Très bien, très bien. Le potentiel d'action est une inversion du potentiel membranaire. Ça veut dire quoi une inversion du potentiel membranaire? C'est-à-dire que dans le segment membranaire où il y a un potentiel d'action, la membrane va devenir chargée positivement à l'intérieur et négativement à l'extérieur. Il passe par trois phases, la dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation. Le potentiel d'action fait suite à un stimulus supraliminaire. C'est quoi un stimulus supraliminaire? Un stimulus supraliminaire, c'est un stimulus qui est supérieur ou égal, d'accord, au seuil d'excitabilité. C'est quoi le seuil d'excitabilité? Le seuil d'excitabilité est un potentiel, c'est un voltage vers lequel je dois arriver pour donner un potentiel d'action. On va voir dans les caractéristiques des cellules excitables qu'elles ont ce qu'on appelle la loi du tout ou rien. La loi du tout ou rien. C'est quoi la loi du tout ou rien? Soit pour une fibre nerveuse, la loi du tout ou rien, pour une seule fibre nerveuse ou pour une seule cellule excitable, soit elle s'excite, soit elle ne s'excite pas. Quand elle s'excite, elle donne la même réponse. Soit elle s'excite, soit elle ne s'excite pas. Quand elle s'excite, elle donne toujours la même réponse. Ça veut dire quoi la même réponse? Ça veut dire qu'elle va donner un potentiel d'action de la même intensité. Toujours la même intensité. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, très bien. Donc un stimulus supraliminaire, c'est un stimulus qui est capable de stimuler une cellule excitable et qui est supérieur ou égal au seuil. Très bien. Le potentiel supraliminaire est un potentiel supérieur au seuil de stimulation et d'excitabilité. On va commencer par la première phase qui est la phase de prépotentiel. Voici le schéma. Avant de voir quand même les phases, voici mon schéma de la dépolarisation.
Voici mon schéma du potentiel d'action. Donc voici le prépotentiel. J'ai une première phase entre l'excitabilité et la dépolarisation. Ensuite, j'ai la dépolarisation ici. J'ai ici la dépolarisation. J'ai ici la repolarisation. Et j'ai ici l'hyperpolarisation pour enfin le retour à la normale. Pour que enfin je puisse avoir le retour à la normale. On va voir chacune de ces phases. C'est important, j'ai mis le potentiel d'action pour qu'on puisse comprendre l'électrophysiologie cardiaque, qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Très bien. Allez, on continue. Donc, le prépotentiel, c'est la partie initiale, variation de E0. C'est quoi E0? C'est le potentiel de repos. Le potentiel membranaire au repos. Temps 0. Temps 0. Fait suite à l'application d'un échelon rectangulaire supraliminaire. Ça veut dire quoi un échelon rectangulaire supraliminaire? C'est quoi un échelon rectangulaire? Quand je mesure, quand vous lisez les enregistrements, on peut remarquer qu'il y a une stimulation, qu'il y a un carreau, d'accord? Un carreau au début. Il va me donner le potentiel d'action, d'accord? Le carreau, c'est un rectangle. C'est un rectangle. On a échelon rectangulaire. Mais c'est quoi l'échelon rectangulaire en fait? C'est une stimulation artificielle. Je prends un courant électrique et je l'applique. Je l'applique avec une intensité fixe, c'est moi qui l'ai choisi. Et je l'applique pour une durée fixe, c'est moi qui l'ai choisi. C'est parce que c'est moi qui l'ai appliqué. L'échelon rectangulaire qu'on retrouve dans les cours, c'est quoi? C'est une stimulation artificielle. C'est une stimulation artificielle. Donc, moi, j'utilise une stimulation artificielle supraliminaire. Une stimulation artificielle supraliminaire. Une stimulation artificielle qui est supérieure au seuil. D'accord? Elle est capable de me donner un potentiel d'action. Je vais avoir un prépotentiel. Très bien. Donc, la partie initiale, c'est le temps qu'il faut à la fibre excitable pour donner le potentiel d'action. J'ai le potentiel, l'échelon rectangulaire, puis après l'échelon rectangulaire, j'ai du temps qui est perdu. Ce temps perdu avant l'apparition du potentiel d'action, je l'appelle le prépotentiel, l'avant-potentiel, le prépotentiel. Puis j'ai un seuil, intensité liminaire. Donc là, il faut savoir qu'il y aurait une dépolarisation. Puis hop, j'arrive au seuil. Lorsque j'arrive au seuil, il y aura une montée. On va expliquer toutes ces phases. Puis j'ai une dépolarisation qui correspond à l'ouverture des canaux Na+ voltage dépendant, diffusion des ions de sodium vers le cytosol, dépolarisation de la membrane qui va arriver à plus 30. Très bien. Puis ensuite le pic, c'est le pic du potentiel d'action. Ensuite la repolarisation qui est plus lente que la dépolarisation, ouverture lente des canaux de K+, et fermeture de canaux de Na+, diffusion de K+, diminution du potentiel, puis l'hyperpolarisation qui est due à la fermeture longue de canaux A+, puis la pompe Na+ va rétablir le courant. On va expliquer toutes ces phases. Allez, je commence par l'échelon rectangulaire. Je vais stimuler ma fibre nerveuse en mettant un courant électrique supralaminaire. Supralaminaire, qui est supérieur au seuil d'excitabilité. Elle doit répondre, elle doit donner un potentiel d'action. Elle va perdre un peu de temps. J'appelle cette phase le prépotentiel. Elle va répondre. Quand elle va répondre par une dépolarisation. La dépolarisation, elle peut arriver ici, puis partir. Elle peut arriver ici, puis partir. Mais si j'applique un bon potentiel, si j'applique un bon potentiel rectangulaire ou un bon stimulus, si j'applique un bon stimulus, le stimulus va arriver au seuil. C'est quoi le seuil? Le seuil, c'est le point de non-retour d'une stimulation d'une cellule excitable. Le seuil, c'est le point de non-retour dans un potentiel d'action. Lorsque une cellule excitable arrive au seuil, elle doit donner un potentiel d'action. Si elle n'arrive pas au seuil, elle ne donne pas de potentiel d'action. Maintenant, j'applique un échelon rectangulaire. Quand je stimule la cellule, il y aura une dépolarisation. La dépolarisation, elle peut arriver au seuil comme elle peut ne pas arriver au seuil. Si elle arrive au seuil, elle va me donner un potentiel d'action. Très bien. Donc, si elle arrive au seuil, il y aura une dépolarisation. Dans la dépolarisation, toute cette partie-là, c'est la dépolarisation. Dans la dépolarisation, j'ai ce que j'appelle l'overshoot. D'accord? L'overshoot, c'est quoi? C'est toute la partie qui est supérieure à 0. Entre 0 et plus 30, c'est l'overshoot. Entre 0 et plus 30, c'est l'overshoot. Entre 0 et plus 30 millivolts, c'est l'overshoot.
Puis, il y aura une repolarisation. Il y aura une repolarisation où la cellule reprend sa charge. D'accord? Jusqu'à arriver à une hyperpolarisation. C'est quoi l'hyperpolarisation? C'est une augmentation de la charge négative plus qu'elle ne l'était le potentiel de repos. Puis enfin, il y aura une dépolarisation qui remettra la cellule au repos. Électriquement, j'ai eu un potentiel d'action, mais chimiquement, qu'est-ce qui se passe? J'ai une cellule qui est stimulable, une cellule qui est excitable. J'applique un échelon rectangulaire. Si l'échelon rectangulaire arrive au seuil, il va stimuler des canaux ioniques. Ce sont des canaux ioniques potentiels dépendants. Ce n'est pas des canaux de fuite comme tout à l'heure. Ce sont des canaux qui sont fermés au repos. Et qui vont s'ouvrir suite à une stimulation. Ce sont des canaux qui sont fermés au repos et qui vont s'ouvrir suite à une stimulation. Donc je les stimule, ils vont s'ouvrir. Je les stimule par de l'électricité, ils vont s'ouvrir. Quand ils s'ouvrent, les premiers canaux à s'ouvrir, ce sont les canaux Na+. Et le Na+, va entrer massivement à l'intérieur de la cellule. Quand le Na+ entre massivement à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la négativité, puisqu'il est chargé positivement. Il va entrer. Une charge positive très importante va entrer à l'intérieur de la cellule. Et donc, j'aurai une diminution de la négativité. Elle était moins 70. Elle va augmenter jusqu'à arriver à plus 30. Pourquoi la charge est en train de devenir positive? Parce qu'il y a des ions positifs qui sont en train d'entrer à l'intérieur de la cellule. Très bien. L'ouverture des canaux ioniques va faire entrer le Na+. L'entrée de Na+, va encore changer le potentiel membranaire, puisque je suis en train de remarquer ce potentiel d'action. Elle s'ouvre et puis se referme. Avant de se refermer, le changement de potentiel va ouvrir d'autres canaux potentiels dépendants. Ce sont les canaux K+, potentiels dépendants. Donc, j'ai deux types de canaux K+. J'ai des canaux K+ de fuite que j'ai vu au cours du potentiel de repos. Et j'ai aussi des canaux K+, potentiels dépendants. J'ai des canaux K+, potentiels dépendants qui s'ouvrent lorsqu'il y a un changement du potentiel membranaire. Ces canaux K+, quand ils s'ouvrent, ils vont laisser le K+, migrer suivant son gradient de concentration. Donc il va aller où? S'il vous plaît. Excellent, il va aller du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Le K+ va sortir de la cellule. Quand il sort de la cellule, c'est des charges positives qui sont en train de sortir. Donc le potentiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediminuer, il va redevenir négatif. Le potentiel va rebaisser, il va redevenir négatif, c'est la repolarisation, parce que je suis en train de renégativer le potentiel membranaire, parce que je suis en train de perdre des molécules K+. Les molécules K+ sont en train de sortir. Les molécules de K+, potentiel dépendante, elles ne veulent plus s'arrêter. Elles restent ouvertes et le K+ continue à sortir, il dépasse le potentiel de repos. Elles vont dépasser le potentiel de repos et je vais avoir une hyperpolarisation. Puis elles vont se fermer. Quand elles vont se fermer, la pompe ATPase, elle va analyser l'état des lieux, elle va trouver qu'il y a beaucoup plus de charges négatives qu'il faut, elle va augmenter son travail pour chasser le Na+, et faire entrer le K+, jusqu'à réavoir le potentiel de repos. Ce potentiel d'action, c'est un potentiel migrateur. C'est un potentiel temporaire et migrateur. C'est-à-dire que j'ai une surface membranaire. J'ai ici une surface membranaire. Voici ma membrane plasmique. Voici ma cellule. Voici mon axone. J'applique ici le courant électrique. D'accord? J'applique ici mon courant électrique. Il y aura une ouverture des canaux de Na+. Le Na+ va entrer. D'accord? L'entrée du Na+ va ouvrir les canaux K+. Les canaux K+ vont sortir. D'accord?
Puis ce changement, quand la charge négative est ici positive, elle va s'inverser, elle va devenir négative et ici positive. Ce changement membranaire va ouvrir les canaux de voisinage, des canaux potentiels dépendants de Na+ vont s'ouvrir, le Na+ va entrer, il va ouvrir le K+, va sortir et ainsi de suite. Il y aura ouverture et fermeture, il y aura ouverture et fermeture de canaux, il y aura ouverture et fermeture de canaux voisins. D'accord? Il y aura ouverture et fermeture de canaux voisins, et à chaque fois qu'il y ait un changement de potentiel, ce changement de potentiel va migrer à l'intérieur de l'axone. Il va migrer à l'intérieur de l'axone. Et quand il avance dans l'axone, les cellules Hadouma potentiels dépendants, les canaux potentiels dépendants vont se refermer. Donc en ce lieu, cette partie de la membrane, elle se retrouve dans un potentiel de repos. Donc, le potentiel de l'action, le potentiel d'action est en train de migrer. Le potentiel d'action est en train de migrer. Si on prend un petit détail, vous avez compris le potentiel d'action, c'est ça le potentiel d'action. D'accord? Donc, ouverture des canaux, stimulation par un échelon rectangulaire ou une autre stimulation. D'accord? Je peux avoir une stimulation par l'acétylcholine, une stimulation synaptique, n'importe quel type de stimulation. J'ai eu une stimulation, la stimulation m'a ouvert des canaux Na+ potentiels dépendants. Il y a eu une entrée de sodium, l'entrée du sodium est suivie d'une sortie de potassium. L'entrée du sodium est responsable d'une dépolarisation. La dépolarisation arrive jusqu'à un segment positif égal à +30. Elle est suivie d'une ouverture des canaux K+. Les canaux K+ sont responsables de la sortie du K+. Le K+ sort pour rétablir le potentiel membranaire, pour que le potentiel membranaire revienne au potentiel de repos. Le K+ sort. Il continue à sortir, et la fermeture n'est que très tardive. Elle est tardive, les canaux K+ restent ouverts, et il y a une sortie continue du K+, jusqu'à arriver à un état d'hyperpolarisation. Il y aura fermeture des canaux K+, puis il y aura action de la pompe. Il y aura action de la pompe ATPasique qui va rétablir le potentiel de repos. Supposons maintenant que je suis sur un axone, et que sur cet axone, j'ai des gaines. J'ai des gaines de myéline. J'ai des gaines hakdayan. D'accord? Attention, les gaines des fibres nerveuses, elles sont de structures différentes. Elles sont synthétisées au niveau du système nerveux périphérique par les cellules de Schwann, ou elles sont synthétisées au niveau du système nerveux central par les oligodendrocytes, par les cellules de la névroglie. D'accord? Par les cellules de la névroglie. Donc l'origine des gaines dans le système nerveux central et dans le système nerveux périphérique, elle est différente. L'origine est différente. Très bien. Donc supposons que j'ai des gaines. Les gaines, elles sont imperméables. D'accord? Et entre les gaines, j'ai des trous que j'appelle les nœuds de Ranvier. D'accord? J'ai des trous. Donc supposons qu'il y a eu une ouverture du canal Na+, il y a eu une entrée massive du Na+. Le Na+ a augmenté, il essaie de sortir, il ne peut pas. Il va aller très rapidement vers l'endroit le plus proche où il peut sortir, et il va sortir. C'est comme si vous étiez entré dans une grotte, d'accord? C'est comme si vous connaissez, qu'il y a la grotte, il y a 100 personnes dans le monde qui ont pu entrer. Regardez comment elle est faite, la grotte. Donc c'est une grotte, c'est une pierre. D'accord? Ici il y a du sable. Bonjour, bien sûr, très bien. D'accord? Ici c'est du sable, des pierres. Le bahar. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? On va la mer. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, vous êtes là, vous êtes en train de nager tranquille. On va changer des pinceaux. Tout le monde, vous êtes en train de nager. Vous êtes en train de surfer. Très bien, vous êtes en train de surfer. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Vous voyez en face de vous une montagne. D'accord? Mais si vous prenez votre tenue de plongée, d'accord, vous allez trouver une entrée. Et en entrant, vous pouvez entrer sous la montagne pour ressortir et vous retrouver dans une grotte. Vous avez compris le principe? Ça existe, les grottes,
Donc vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le plus vite possible, vous êtes allé le plus rapidement possible, vous êtes entré sous la grotte pour ressortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un moyen de passer directement vers la grotte. Le seul moyen est d'apporter de la dynamite et d'exploser la montagne, ce qui n'est pas bien pour la nature. Donc oui, je dirais, vous allez plonger sous l'eau, et en plongeant sous l'eau, vous allez nager jusqu'à arriver à la surface de l'eau, à l'intérieur de la grotte. Les ions vont faire la même chose. Elles vont trouver un obstacle qui est la gaine de myéline, la gaine qui est imperméable et qui ne les laisse pas sortir. Donc elles vont aller rapidement, les ions vont aller rapidement vers le trou le plus proche pour ressortir. Donc ça va augmenter la vitesse ou la diminuer? Ça va augmenter la vitesse. C'est pour cela que les fibres nerveuses myélinisées ont un transport plus rapide de l'influx nerveux. Les fibres nerveuses myélinisées ont un transport plus rapide. Quand une fibre est myélinisée, elle a un transport plus rapide. Quand une fibre est de gros diamètre, elle a aussi un transport plus rapide. D'accord? Plus le diamètre augmente, plus la vitesse augmente. Plus la myélinisation augmente, plus la vitesse augmente. D'accord? Très bien, très bien. Très bien. Ces deux notions importantes qui sont très hypertemporales. Le seuil d'excitabilité, la rhéobase ou la chronaxie. D'accord, c'est des notions dans le thème, mais on doit les comprendre. Le seuil d'excitabilité ou rhéobase, c'est l'intensité. Bon, quand on a étudié en expérimentation, les fibres excitables, on avait pu prouver que lorsque je mets un stimulus, lorsque je mets un échelon rectangulaire, lorsque j'essaie de stimuler une fibre excitable, lorsque j'essaie de stimuler une fibre qui est excitable, j'ai remarqué qu'il faut du temps entre l'application du courant et l'apparition du potentiel d'action. Il me faut du temps pour pouvoir exciter une cellule excitable. J'ai remarqué que ce temps était variable selon le type de fibre, mais aussi selon l'intensité du stimulus. Plus l'intensité du stimulus était importante, moins il me fallait du temps. Donc voici le changement de la durée nécessaire. C'est quoi la duration? C'est la quantité de temps nécessaire pour qu'il y ait apparition du potentiel d'action. C'est la quantité, ou la durée de temps nécessaire pour qu'il y ait apparition d'un potentiel d'action. Et ça, c'est le voltage utilisé. Donc, regardez, lorsque j'utilise un voltage de 3,5, il me faut très peu de millisecondes. D'accord? Donc, voici 3,5, je suis à 0,1 millisecondes. À 0,1 millisecondes, je peux stimuler la fibre. Par contre, lorsque j'utilise une stimulation à 1,4, d'accord, j'ai besoin de 0,15, 0,18. Donc, plus l'intensité du stimulus augmente, plus la durée nécessaire pour l'apparition du courant diminue. Plus l'intensité du stimulus augmente, attention, d'accord? Plus la durée de temps, plus l'intensité du stimulus augmente, plus l'intensité du stimulus augmente, plus la durée, ou là, moins il faut de temps, excellent. Moins il faut de temps pour l'apparition du potentiel d'action. Moins il faut du temps pour l'apparition du potentiel d'action. D'accord? Moins il faut de temps pour l'apparition du potentiel d'action. Très bien. La rhéobase, c'est quoi? La rhéobase, c'est la durée. Ou la durée, c'est l'intensité. C'est l'intensité du courant la plus basse qui peut stimuler une fibre excitable, une cellule excitable. C'est l'intensité la plus basse. Comment je peux savoir quelle est la plus basse? Elle correspond à une stimulation d'une durée infinie. La rhéobase, d'accord,
ما نقدرش نزيد نقص لا ديوري ما نقدرش نزيد نقص لا ديوري داكور دونك supposons que انايا ينقل نسقسيكم وشنو هو لو ستيمولوس quel est le stimulus qui est assez faible تبعوني مليح انايا كنتوا تعرفوا شويه الماث تاعنا وي كنتوا كامل خفاشين قاعدكم فوق كاع الله يبارك ça fait longtemps ça هاي سيبوا نقول لكم donnez-moi l'intensité qui est tellement faible que je peux vous donner l'éternité comme temps d'application. أنا قلت لكم باللي plus l'intensité diminue, plus il me faut du temps. D'accord? Supposons que je demande un service à une personne. Qui travaille rapidement, qui travaille moins rapidement. Ceux qui travaillent rapidement, ils خلصوا بزاف. Ou ceux qui travaillent moins rapidement, ما يخلصوش مليح. داكور ما يخلصوش مليح. يجيني واحد يقول لي انا نقدر ندير لك لا دات دو سوالف كامل لا ميزون تاعك en une semaine. داكور وشنو انايا تخلصني 5 ملايين من النهار. داكور دونك il est payé très cher. يجيني واحد يقول يخدم بعقله نقول له اخدم لي ياك تدي 1 مليون دو دينار في النهار نقولوا بدك ليترنيتي خدم بعقلك داكور دونك انا j'ai deux types de fibres j'ai deux types de stimulation des stimulations qui sont importantes et des stimulations qui sont faibles les stimulations qui sont importantes elles ont besoin de très peu de temps et les stimulations qui sont faibles elles ont besoin de beaucoup de temps. La stimulation la plus basse, on va dire qu'elle pourra avoir besoin de l'éternité pour donner le courant. Je l'appelle la rhéobase. Donc, comment définir la rhéobase? La rhéobase est la plus basse intensité, d'accord, qui peut me donner un stimulus. Ou là, c'est le seuil d'excitabilité le plus bas. C'est le seuil d'excitabilité le plus bas. Pour une seule fibre, je ne peux pas avoir un seuil plus bas. D'accord? Je ne peux pas avoir un seuil plus bas. Si j'ai, je vous pose une question. Si j'ai un potentiel qui est égal à la rhéobase, est-ce que je peux avoir un potentiel d'action? Oui, mais il me faudra une durée de temps que je ne connais pas. Si j'ai un potentiel d'action, si j'ai un stimulus qui est supérieur à la rhéobase, je vais avoir un potentiel d'action qui devient de plus en plus rapide quand je m'éloigne de la rhéobase, quand je deviens plus important que la rhéobase. Maintenant, la question que je vous pose, si j'ai un potentiel, si j'applique un stimulus qui a comme une intensité plus basse que la rhéobase, il ne pourra jamais, il faut dire, il ne pourra jamais donner une stimulation. Même si je le laisse une éternité, il ne pourra jamais donner de stimulus. Donc c'est quoi la rhéobase? La rhéobase est le seuil le plus bas. C'est le seuil de stimulation le plus bas d'une cellule excitable. C'est le seuil d'excitabilité le plus bas. Il correspond théoriquement à une durée de stimulation infinie. La chronaxie, c'est quoi? La chronaxie, c'est la durée nécessaire pour une intensité qui est égale à 2 fois la rhéobase de donner un stimulus. C'est l'intensité, la chronaxie. C'est la durée de temps. La chronaxie est une chrono. C'est une durée de temps. C'est du temps. Vous connaissez chrono? Ça vient d'où? Le mot chrono, ça vient d'où? Du grec. Chronomètre. Vous connaissez Chronos? Chronos, c'est le dieu du temps dans la mythologie grecque. C'est pas un dieu, ça. C'est pas un dieu, c'est un titan. هو بابا Zeus, Hadès, Poséidon. C'est pas important. L'essentiel. Chronos, c'est l'autre. Chronos, c'est lui qui fut emprisonné lorsqu'il y a eu la guerre entre les titans et entre les dieux de... Comment on les appelle? Les dieux de l'Olympe. Les dieux de l'Olympe. Très bien. Les dieux de l'Olympe, ils darbu مع les titans.
les titans, qui les dit l'Olympe pour les titans, ils les ont emprisonnés, oui, l'enfer, le Tartare. D'accord? Très bien. Quel des titans? Quel même un titan qui est en Algérie, sur la mythologie grecque. Il s'appelle comment? Hein? Atlas. Le premier os de votre colonne vertébrale, il s'appelle comment? C'est pas celui qui porte la terre. Non, pas la terre. La terre n'était pas encore découverte quand nous les Grecs. ما كانوش على بالهم بلي la terre مدورة. صح ولا لا؟ Comment on porte la terre? Très bien. Donc Atlas c'est un titan aussi. D'accord? Atlas c'est un titan. C'est un titan qui avait combattu les Grecs, les dieux de l'Olympe. Il a été condamné à porter l'univers. D'accord? Donc il a fait l'univers. Où le premier os de la colonne vertébrale c'est Atlas parce qu'il porte la tête. Atlas il porte l'univers. Donc c'est quoi la relation entre l'Atlas et l'Algérie? Il faut savoir que Atlas, dans la mythologie grecque, il rencontra Persée. D'accord, Persée. Persée, c'est un personnage de la mythologie grecque où il a قتل Méduse. Méduse يخلي تشوف فيه ترجعوا حجرة. أنا les serpents fait ça. D'accord? Donc Persée avait tué Méduse وقطع لها راسها يتلقى به يدير له Méduse يولي حجر. Donc ضارب Persée مع أطلس رجعوا حجرة. هذيك الحجرة c'est une pierre très grosse et très longue. وين جاية؟ راهي مكسلة في الجزائر الأطلس الستلي. لا مونطان الأطلس الستلي اسمها أطلس parce que les Grecs qui جاوا للجزائر لقاو جبل كبير قالوا هذا الأطلس مكسل هنايا. Et il est devenu de la pierre parce que Persée l'a transformé en pierre. Donc voilà, c'est pour cela que l'Atlas en Algérie s'appelle Atlas. Parce que Persée aurait le rasmé. Bref. Donc chrono, ça veut dire le temps. Il ne faut pas sortir du sujet. Chrono veut dire temps. Donc chronaxie, c'est une durée, ce n'est pas une intensité. C'est une durée. C'est une durée. Très bien. C'est la durée qui est nécessaire et suffisante, qui est nécessaire à une intensité qui est égale au double de l'aréobase pour donner un stimulus. L'information qu'on peut en tirer de la chronaxie. Plus la chronaxie est faible, est-ce que ça rend la cellule plus excitable ou moins excitable? Excellent. Plus la chronaxie est faible, la durée nécessaire à l'excitation de la cellule est plus faible, la cellule est plus excitable. C'est l'information qu'il faut tirer. Plus la chronaxie est faible, plus la cellule est excitable. Plus la chronaxie est faible, plus la cellule est excitable. Je reprends. La réobase est la plus faible intensité. La réobase est la plus faible intensité qui peut arriver au seuil. C'est le plus faible seuil d'excitabilité d'une cellule. Il correspond théoriquement à une stimulation qui a besoin d'une durée infinie pour donner un potentiel d'action. La chronaxie est le temps, c'est la duration nécessaire à une intensité qui est le double de la réobase pour donner un stimulus. C'est la durée qu'il faut au double de la réobase pour donner un stimulus. C'est la durée de temps qu'il faut au double de la réobase pour donner un stimulus. Très bien, très bien, très bien. Très bien, donc on a su ce que c'est que la réobase. Le tutorien, on avait parlé du tutorien. Donc pour une fibre isolée, soit elle est excitée, soit elle n'est pas excitée. Quand elle est excitée, elle donne une fibre nerveuse. Elle donne un potentiel d'action qui ne change pas. Ça, attention, ça c'est pour une seule fibre nerveuse. Mais lorsque je parle d'un nerf, d'accord, il faut savoir qu'un nerf est constitué par un ensemble de faisceaux nerveux et chaque faisceau nerveux est constitué par un ensemble de fibres nerveuses. Un même nerf, il peut contenir des fibres nerveuses de seuils différents. Un même nerf, il peut contenir plusieurs fibres nerveuses. Ces plusieurs fibres nerveuses, elles peuvent être de seuils différents. Ça, très bien. Donc, elles peuvent avoir des seuils différents. Et quand je commence à augmenter la stimulation, augmenter l'intensité, je vais recruter de plus en plus de fibres. مع الأول درت 5 ملي فولت ستيميلاو لي 5. كي ندير 10 ملي فولت يقدروا يستيميلاو لي 15.
parce que j'en ai recruté plus, parce que je ne suis pas en train de parler d'une seule fibre nerveuse, je suis en train de parler d'un gros nerf, d'accord, un nerf. Donc, l'augmentation du stimulus ne change pas la réponse d'une fibre nerveuse, mais elle peut changer la réponse d'un nerf. Le changement de la modification du stimulus ne change pas la réponse d'une fibre nerveuse, mais elle peut changer la réponse d'un nerf. La modification de l'intensité de la stimulation ne change pas la réponse d'une seule fibre nerveuse, parce que la fibre nerveuse répond à la loi du tout ou rien, mais le nerf ne répond pas à la loi du tout ou rien parce qu'il peut être constitué de fibres nerveuses d'intensité différente. Les deux c'est différent. Est-ce qu'on est d'accord? On avance. Très bien. L'aréobase, la chronaxie. La chronaxie est la durée nécessaire pour stimuler une fibre musculaire ou une cellule nerveuse avec un courant électrique d'intensité égale au double de la réobase, comme on a dit. Voilà. La sommation spatiale et la sommation temporale, ça c'est dans la transmission nerveuse, d'accord? Il faut savoir que lorsque j'ai une synapse, vous avez le potentiel d'action, c'est bizarre. C'est-à-dire c'est la dernière fois que je m'ai donné QC. Je fais la réponse à l'oubli. Il faut oublier. S'il vous plaît. Donc, la sommation spatiale et la sommation temporelle, ça c'est en fait dans les synapses. Dans la transmission synaptique, lorsque une cellule nerveuse stimule une autre cellule nerveuse, d'accord? Je peux avoir une cellule nerveuse, puis une autre cellule nerveuse, elle peut lui donner plusieurs stimuli qui sont rapprochés dans le temps. La cellule nerveuse post-synaptique, elle peut réaliser une sommation qui est temporaire. Une sommation temporelle. Une sommation temporelle au cours de laquelle des petits stimuli qui sont inférieurs à la réobase peuvent être additionnés pour donner un seul stimulus, une seule PPSE, un seul potentiel post-synaptique excitateur qui est supérieur au seuil d'excitabilité de la cellule post-synaptique et qui peut me donner une réponse, qui peut me donner un potentiel d'action post-synaptique. C'est quoi la sommation temporelle? C'est le fait que je peux avoir un neurone qui est lié à un autre neurone. Ce neurone va me donner des stimuli. Le premier stimuli, il est inefficace, il est inférieur à la réobase. Le deuxième, il est inférieur à la réobase. Wesh يدير la neurone? Très bien. Il va commencer à les envoyer d'une façon très rapprochée dans le temps. Il y a un certain moment où elles vont être, les effets la dépolarisation post-synaptique, elle va être sommée pour donner une seule grosse dépolarisation post-synaptique qui me donnera un potentiel d'action. C'est clair? Ça, c'est la sommation temporelle. La sommation spatiale, c'est la sommation de messages nerveux arrivant de fibres nerveuses différentes. J'ai un neurone j'ai un neurone maintenant, un troisième maintenant. Ils vont envoyer en même temps des stimuli. Ils vont envoyer en même temps. Donc il y a un A, le deuxième un B, le troisième un C. Il va les sommer. C'est une sommation spatiale. Pourquoi spatiale? Parce que c'est une variation dans l'espace. C'est un premier neurone, un deuxième neurone, un troisième neurone. D'accord? Et une cellule post-synaptique, attention, c'est une information très importante, elle réalise les deux sommations en même temps. Les deux sommations sont contemporaines. Je suis une fibre nerveuse. Je reçois d'une première cellule plusieurs stimuli. Je vais réaliser une sommation temporelle. Et je reçois des autres neurones, d'autres stimuli. Donc je peux réaliser une sommation spatiale. La sommation spatiale et la sommation temporelle, je peux les réaliser en même temps. D'accord? Très bien. Les QCM. À propos du potentiel d'action. هذا ما كامل تاع التست انا هذا ماشي تاع التست كنت واحد السيري ديكزام جاي يعيي هذا الكيسيام فيه بزاف À propos du potentiel d'action, c'est un phénomène spontané. Déjà spontané, واش رايكم؟ déjà طارت الاولى. Il faut être rapide. خلاص هاي طارت الاولى ما نكملوش même pas نقراها. B, phénomène spontané. Non, c'est phénomène provoqué, on garde pour l'instant, par une stimulation, lors duquel mais la stimulation, duquel phénomène, lors duquel des flux d'ions à travers la membrane font varier brusquement le potentiel de repos et dont la durée est la même pour tous les accents. Phénomène
provoqué par une stimulation lors duquel les afflux d'électrons à travers la membrane font varier brusquement le potentiel de repos et dont la durée est variable selon le diamètre de l'axone. Phénomène provoqué par une stimulation lors duquel des flux d'électrons à travers la membrane font varier brusquement, oui, potentiel d'action, je suis d'accord, potentiel de repos, et dont la durée est variable selon le diamètre. Qu'est-ce qui change selon le diamètre? Très bien, c'est la vitesse qui change selon le diamètre, pas la durée. La durée, elle dépend. طبيب. لا حبيبي ماشي كيف كيف. S'il vous plaît, on suit, s'il vous plaît. Est-ce que je fais la réponse قبل ما نبدا نخرط? Normalement toutes les réponses sont fausses. Ouais, خلاص. هكذا شوف la durée حاجه ولا vitesse حاجه. La durée du stimulus, elle dépend de sa source. Est-ce que mon excitabilité, donc après un stimulus, pas qu'on est bien. Il a le diamètre bien, il n'y a plus de stimulus. Comment veux-tu que la durée reste, comment veux-tu que la durée change? Ce n'est pas le diamètre qui contrôle la durée. Ça, le diamètre il change la vitesse. Quand il augmente, la vitesse elle augmente. Puisqu'elle augmente, ça va plus rapidement. Plus rapidement, il a contrôlé la durée. Non, parce que c'est des phénomènes très rapides. La durée du potentiel d'action, elle dépend de l'intensité du stimulus, de la durée du stimulus, d'accord, de la tétanisation des nerfs. Est-ce que je suis en train de le stimuler de façon continuelle? Est-ce qu'il peut lui-même générer des potentiels d'action suite à cette stimulation continue, d'accord? Donc non, le diamètre contrôle la vitesse, pas la durée. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc quand on sait lire les QCM, la réponse devient facile. نعم. Oui. La propriété elle est différente de celle-là, on est d'accord. L'aréobase, on parlait de quoi? On parlait de la durée. Mais du potentiel d'action, de la durée. Du stimulus pour que j'ai un potentiel d'action. Elle dépend de la structure du nerf, du type de stimulus, de l'intensité du stimulus, d'accord, du milieu extracellulaire. Elle dépend de tout l'environnement et de toute l'architecture du nerf. Même si elle dépend principalement, ce que je peux étudier, ce que je peux contrôler, c'est l'intensité du stimulus. قد ما نزيد l'intensité du stimulus, قد ما تنقص la quantité la durée d'adaptation. غير نستيموليه. supposons que نتوما تبدا تقرصكم نمله. الاولى ما تحسولهاش، الدوزيام ما تحسولهاش، الثروزيام ما تحسولهاش، حتى تحكمكم بوحده مليحه باش تحسوا. Par contre, quand une abeille vous pique, une seule piqûre suffit. Ça, voilà. Donc, ça dépend principalement de l'intensité du stimulus. Sachant que comment ça s'appelle? La fourmi تعض ما تقرصش. C'est pas important. Le potentiel d'action est un phénomène, la phrase juste, c'est un phénomène qui survient en réponse à une stimulation qu'il provoque des flux d'ions à travers la membrane, faisant varier brusquement le potentiel de repos. Elle dépend dans la durée sa durée est toujours très courte, mais peut varier selon le diamètre de l'axone. Sa durée est toujours très courte, mais peut varier selon le diamètre de l'axone. Phénomène provoqué dont la durée est variable selon le diamètre de l'axone. Effectivement, la proposition elle est fausse, mais pas à cause de la durée. Même si je ne suis pas d'accord avec la durée, je ne suis pas très d'accord. معليش شوفوا هنا يقول لنا باللي la proposition elle est fausse, mais pas parce qu'on avait parlé de durée, c'est parce qu'il vous avait cité électrons. Les premières parties كامل je les ai sautées parce que je ne lisais pas les propositions. Donc si on lit bien la proposition, on vous a dit qu'il y avait une variation selon le passage. On n'avait pas écrit passage d'ions, on avait écrit passage d'électrons. Ce qui est faux, je ne suis pas en train de parler d'une chaîne respiratoire mitochondriale où il y a un saut d'électrons. Je suis en train de parler d'une membrane plasmique où il y a un passage d'ions. Oui, là je suis très d'accord. D'accord? Donc ils ont cité électrons à la place d'ions, c'est pour cela que la proposition est fausse. Donc toutes les propositions sont justes. Mais subhanallah, on a fait un commentaire qui nous a aidé
Même si je ne suis pas d'accord avec le propriétaire, la durée, elle change. La durée du stimulus change selon le diamètre. Maintenant, je suis désolé, selon la considération de c'est vous qui avez raison, pas moi. Donc, la durée du stimulus, la durée du potentiel d'action, elle varie qui marque elle varie selon la variation de la vitesse. Lorsque la vitesse augmente, elle va diminuer la durée de temps, du stimulus ou du potentiel d'action dans la membrane, et donc la durée va aussi varier. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord au moins? Très bien. Donc elle est fausse, mais c'est à cause des électrons, pas à cause de la durée. Ouais. Aïe. À propos de l'excitabilité d'une fibre nerveuse, donc on est avec plus 3. 1,5 non, lui il a été sûr. Oui, et concentrez-vous. قراو لي QCM. ولا انتم كامل 0 0 انتم زيد 0 0 الاخرين كامل moins 1. Aïe, à propos de l'excitabilité, on a presque terminé. Mademoiselle qui a faim. Plus la chronaxie est longue, aïe, on met à l'œuvre notre expérience. Plus la chronaxie est longue, plus la cellule est excitable. Très bien. Les fibres nerveuses de gros diamètre ont un temps de stimulation supérieur à celui des fibres de petit diamètre. Le temps de stimulation, c'est quoi? C'est la durée qu'il faut. C'est vous qui aviez posé la question. Cela dépend de quoi? L'inverse, les fibres nerveuses de gros diamètre ont un temps de stimulation inférieur à celui des fibres de petit diamètre. En dessous de la réobase, on peut avoir parfois le déclenchement d'un potentiel d'action. Toutes les réponses sont fausses. Impossible le B aussi qu'on oublie autre chose. D'accord? Attention, il faut faire attention. Quand vous avez des propositions contradictoires, vous ne pouvez pas avoir les deux fausses. Ça ou là? On avait dit, bon, les fibres nerveuses de gros diamètre ont un temps de stimulation inférieur à celui des fibres de petit diamètre. L'information qu'on va retenir, c'est quoi? Quelles sont les deux idées qui peuvent vous paraître? La première idée, c'est quoi? C'est que une cellule à gros diamètre, donc il me faut beaucoup plus de temps pour la stimuler. C'est la première idée de conférence. La deuxième idée, c'est quoi? C'est que je vous avais parlé de la myélinisation et du diamètre. Plus une fibre est myélinisée, plus une fibre est myélinisée, plus le transfert est rapide. 1. 2. Plus le diamètre est grand, plus le transfert est rapide. 2. La troisième information, c'est quoi? Plus la chronaxie est petite, plus la vitesse est augmentée. Donc on associe l'augmentation de la vitesse à le diamètre ou l'augmentation de la vitesse à la chronaxie. Donc plus la chronaxie est petite, plus le diamètre est grand. Ou plus le diamètre est grand, plus la chronaxie est petite. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Qui n'est pas d'accord? On est en train de voir la durée pour laquelle le QCM, la B et la C, elles sont contraires. L'une des deux doit être juste. D'accord? Plus le diamètre d'une fibre est gros, plus il me faut du temps pour la stimuler. Maintenant, plus la chronaxie est importante. Et la chronaxie, elle était établie en fonction de quoi? C'était la durée qu'il faut pour qu'un stimulus égale à 2 fois la réobase, pour qu'il puisse me stimuler la fibre, pour que la fibre donne un potentiel d'action. Maintenant, je vais étudier la chronaxie. Est-ce que quand le diamètre de la fibre nerveuse augmente, est-ce que ça veut dire que la chronaxie est basse ou ça veut dire que la chronaxie est élevée? Très bien, on sait que lorsque le diamètre est élevé, la vitesse est rapide. Donc ça, on sait une deuxième information. Lorsque la vitesse est rapide, la chronaxie est basse. Très bien. Donc lorsque la vitesse est augmentée, la chronaxie est basse. Donc min alif wa ba.
نستنتج انه كما كنلقاو في المنطق داكوغ الف واش تقول بما ان l'augmentation du diamètre augmente la vitesse وان l'augmentation de la vitesse diminue la chronaxie فإن la diminution de la chronaxie augmente le diamètre ou l'augmentation du diamètre diminue la chronaxie. C'est clair? Très bien, on avance. Plus la chronaxie est courte, plus la cellule est excitée. En dessous de l'aréobase, on n'aura jamais de potentiel d'action. Très bien, très bien. On a terminé avec le potentiel d'action.